أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre de la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. انتقال الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي والقوانين الإحصائية المسؤولة عن انتقال هذه الصفات عند الكائنات ثنائية الصيغة الصبغية qui fait partie du programme du deuxième année baccalauréat, sciences expérimentales, SVT, PC et sciences maths. L'introduction générale, la reproduction assure la continuité de l'espèce par la transmission de la vie et la formation d'un nouvel être. C'est un processus par lequel une espèce se perpétue dans le temps, comme elle assure une diversité génétique au sein des populations. Il peut être sexué ou asexué. La reproduction sexuée est caractérisée par deux phénomènes biologiques, la myose qui affecte les cellules sexuelles, c'est-à-dire les cellules de lignée germinale, et assure la formation des gamètes haploïdes à un chromosome à partir d'une cellule mère diploïde, deuxième chromosome. Il assure aussi le brassage des informations génétiques maternelles et paternelles dans la cellule germinale. La fécondation, c'est un processus qui permet de fusionner des gamètes haploïdes, mâles et femelles, pour donner un œuf diploïde origine du nouveau être vivant. Chaque être vivant, animal ou végétal, présente des caractères d'origine paternelle ou maternelle, mais parfois, il présente des caractères de l'un des parents et parfois des caractères différents de ceux des parents. La génétique humaine, branche de la génétique, étudie la transmission des caractères héréditaires chez l'homme au cours des générations. Devant les difficultés qu'entrave cette étude, les chercheurs se sont penchés surtout sur l'étude des modalités de la transmission des maladies et malformations héréditaires pour accumuler des connaissances sur les gènes qui en sont responsables. S'interroger, comment la reproduction sexuelle assure-t-elle la diversité génétique et le maintien du caractère du karyotype au sein d'une même espèce? Quel est le rôle de la myose et de la fécondation dans la transmission des caractères héréditaires? Quelles sont les lois qui régissent la transmission des caractères héréditaires? Comment se fait l'étude de la transmission des caractères héréditaires? Comment certaines maladies héréditaires se transmettent-elles au cours des générations? Introduction du premier chapitre. Peu après sa formation, la cellule œuf provenant de la rencontre de deux gamètes, un ovule et un spermatozoïde, subit une succession de divisions. Les cellules filles, comme toutes les autres cellules de l'organisme, sauf les gamètes, possèdent 46 chromosomes. Lors de la division cellulaire, il y a donc conservation du nombre de chromosomes, sauf en cas d'aberration chromosomique. En observant le karyotype des gamètes, on remarque qu'il contient 23 chromosomes au lieu de 46 comme les autres cellules de l'organisme. La fécondation rétablit le nombre de chromosomes puisqu'un spermatozoïde ayant 23 chromosomes rencontre un ovule ayant également 23 chromosomes. La cellule œuf formée a donc bien 46 chromosomes. C'est-à-dire on passe des cellules haploïdes à un chromosome aux cellules diploïdes. S'interroger du premier chapitre, comment la myose et la fécondation assurent-elles la diversité génétique et le maintien du karyotype au sein d'une même espèce? Comment le programme génétique est-il transmis de la cellule œuf aux autres cellules? Comment passe-t-il d'une génération à une autre? Comment se déroule la myose et quels sont les rôles dans la transmission des caractères héréditaires? Les étapes de la myose. Mise en évidence de la réduction chromosomique. Réalisation du karyotype de la carte chromosomique. Avant d'entamer les étapes de la myose, on va savoir les étapes de réalisation d'un karyotype. Pour cet objectif,
On a donc document 1, réalisation du karyotype. Pour observer les chromosomes présents dans le noyau d'une cellule, il faut que la cellule soit en division. Seul moment où ils sont bien visibles. Il existe une technique appelée réalisation d'un karyotype qui permet d'obtenir une carte chromosomique complète, l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Cette technique est décrite comme suit. Utiliser les cellules en division métotique. Bloquer la division durant la métaphase de la mitose, la colchicine, qui est une substance qui dégrade le filament diffuseur chromatique. La troisième étape, c'est de transmettre les cellules dans un milieu de faible concentration puis entrer dans la cellule et provoquer un choc osmotique des chromosomes qu'elle contient, métaphasique. Ajouter de l'alcool au milieu pour que les chromosomes se solidifient afin de pouvoir les classer. Et la cinquième étape, c'est le matériel génétique est ensuite coloré. Cette étape fait apparaître les bandes caractéristiques des chromosomes homologues et il est possible de les classer par paire. Les chromosomes sont alors photographiés, découpés, rangés selon des critères bien déterminés, à savoir la taille, l'emplacement, le centromère et la morphologie. Puis on aura ce karyotype. Par exemple, le karyotype chez l'espèce humaine fait apparaître 46 chromosomes. Ils sont regroupés en 23 paires. Une paire est formée d'un chromosome d'origine paternelle et d'un chromosome d'origine maternelle. On distingue 22 paires d'autosomes, chromosomes asexués, rangés de 1 à 22, du plus grand au plus petit vers le plus petit. Une paire de chromosomes sexuels, qui peuvent être dissemblables, paire de gonosomes chez la femme, XX, et paire de gonosomes chez l'homme, XY. C'est pour cette raison que la femme est dite homogamétique et l'homme est dit hétérogamétique. Mais chromosomique, c'est pour 2 n égale à 46, c'est égal à 22 AA XXY pour l'homme et 22 AA plus XX pour la femme. Rappel, la cellule sexuelle s'appelle le gamète. La fécondation est l'union entre un spermatozoïde et un ovule. Elle donne naissance à une cellule œuf. En réalité, il y a fusion des noyaux des deux gamètes. Le noyau de la cellule œuf contient 23 chromosomes, 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes au total. Voici différents karyotypes de quelques cellules. La cellule qui est à gauche, numérotée, numéro 1, présente une cellule femelle d'une femme. C'est-à-dire on a ici XX dans la 23e paire. C'est un karyotype d'une femme. Le karyotype numéro 2, il présente un karyotype masculin d'un mâle, car la 23e paire est composée de XY. Par contre, le karyotype 3 et le karyotype 4 renferment 23 chromosomes chacun, dont le 23e est un X, donc c'est un ovule ou bien un spermatozoïde. Et pour le karyotype 4, il présente un Y pour le 23e chromosome, donc c'est un spermatozoïde mâle. Les cellules mères, ce sont des cellules qui renferment 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires, et les gamètes renferment 23 chromosomes seulement. Élément de réponse. Les étapes de la méiose. La méiose est le mécanisme à l'origine de la formation de cellules haploïdes. La méiose comprend 2 divisions successives. À partir d'une cellule diploïde, on obtient à la fin 4 cellules haploïdes. La division réductionnelle, où il y a réduction du nombre de chromosomes, c'est-à-dire on passe de 2n à n, on obtient donc ainsi
2 cellules haploïdes à n chromosomes chacune. Puis on passe directement ces cellules qui résultent de la division réductionnelle passent à la division équationnelle, dont le nombre des chromosomes reste fixe, n chromosomes, mais il y a formation de 4 cellules haploïdes. Les différentes phases de la division réductionnelle et équationnelle. Division réductionnelle. La division réductionnelle réduit le nombre de chromosomes de moitié et comporte 4 phases successives. La prophase 1. On assiste à une disparition de l'enveloppe nucléaire, une formation du fuseau achromatique et condensation et appariement des chromosomes homologues formant des bivalents ou des tétrades, des chromosomes homologues à 2 chromatides. Il y a aussi la transformation du centrosome en astre, c'est-à-dire la cellule existe seulement dans la cellule animale, donc une cellule animale. On a 2 astres qui sont début de la formation d'un fuseau achromatique, la dégradation de la membrane ou bien de la membrane de l'enveloppe nucléaire des chromosomes en formant des tétrades. De la prophase, oui. Ici, on a la fin de la prophase, on a la disparition de l'enveloppe nucléaire et on a des chromosomes qui sont formés de 2 chromatides liés par un centromère nucléaire. Comme on a déjà dit, il y a l'appariement, c'est-à-dire le rapprochement des chromosomes de Z2. Ce phénomène est appelé le brassage intrachromosomique qui se produit en cette phase qui est la prophase 1. Ce phénomène est appelé le brassage intrachromosomique qui se produit en cette phase. Les chromatides se chevauchent en des points de contact nommés les chiasmas. Les chromosomes homologues se séparent sans échanger ou avec échange des portions symétriques de chromatides. C'est le phénomène d'enjambement ou crossover, comme le montre le document ci-dessous. Comme vous voyez, on a une paire de chromosomes. L'un est coloré en bleu, l'autre est coloré en rouge pour bien montrer que c'est de la même personne, c'est-à-dire de même père, d'un chromosome paternel et d'un chromosome maternel. Lors de prophase 1, on peut avoir un crossover entre les chromatides qui sont à l'intérieur du chromosome de cette paire. Se séparent durant la métaphase 1, on peut assister à l'échange de parties de chromatides internes entre les 2 chromosomes de la même paire. Les 4 tétrades de chromatides sont recombinées, celles qui sont à l'intérieur, et les 2 chromatides externes sont paternelles. Ils n'ont pas changé. C'est-à-dire ils sont non recombinés. Le brassage intrachromosomique permet la formation de chromatides recombinées au sein d'une même paire de chromosomes homologues par une nouvelle association d'allèles différents des chromosomes d'origine paternelle. Après la prophase, on passe à la métaphase 1. Cette métaphase est caractérisée par le positionnement des chromosomes de la même paire de part et d'autre de l'équateur de la cellule, en formant une plaque équatorielle. Après la métaphase 1, on passe à l'anaphase 1. Chaque chromosome à 2 chromatides migre vers l'un des pôles de la cellule. Ainsi, près de chaque pôle de la cellule, on a la moitié de la quantité d'ADN de la cellule mère. La séparation des chromosomes homologues se fait sans division du centromère. Et la dernière étape de la division réductionnelle, c'est la télophase 1, où on assiste à une cytodiérèse, c'est-à-dire la division du cytoplasme et formation de 2 cellules haploïdes. Chaque chromosome possède 2 chromatides qui restent condensées.
Et comme on peut assister aussi à la disparition du fuseau achromatique, la réapparition de l'enveloppe nucléaire autour de chaque lot de chromatides. On passe directement à la division équationnelle qui débute par la prophase 2. Les deux cellules filles produites par la division réductionnelle entrent directement dans la prophase 2 sans passer par l'interface, car elles sont déjà dédoublées. Prophase 2, il est courte, car les chromosomes sont déjà condensés et répliqués. En transformation du centromère de chaque cellule fille en deux astres et début de la formation du fuseau achromatique. L'étape suivante, c'est la métaphase 2, dont les chromosomes s'alignent une nouvelle fois à l'équateur de la cellule, mais ce sont les chromatides qui sont placés de part et d'autre de l'équateur et non pas les chromosomes homologues, car on n'a pas de chromosomes homologues dans cette étape. Après la métaphase, on a l'anaphase 2, qui est caractérisée par les chromatides de chaque chromosome se séparent en se dirigeant chacune vers le pôle de la cellule, qui lui est proche. C'est la télophase 2, qui connaît une cétodérèse et formation de 4 cellules haploïdes, et on a une reformation de l'enveloppe nucléaire et disparition du fuseau. Petit c, comparaison globale de la myose et la mitose dans le cas d'une cellule à 2N et à 2Q d'ADN, de quantité d'ADN. Pour la myose, on obtient à la fin 4 cellules haploïdes, mais la mitose donne 2 cellules haploïdes. Pour la myose, 2 divisions cellulaires successives, mais la mitose connaît une seule division cellulaire seulement. Pour la myose, on a une réduction, une diversité de l'information génétique, car il connaît un brassage chromosomique. Par contre, pour la mitose, il y a préservation de l'information génétique. De même, les cellules filles, c'est-à-dire les gamètes, contiennent une quantité d'ADN qui est égale à Q sur 2 pour la myose, et pour la mitose, par contre, pour la mitose, il y a préservation de la quantité d'ADN de la cellule. La myose entraîne une diversité de l'information génétique grâce au brassage inter- et intrachromosomique. Par contre, la mitose préserve l'information génétique. Les cellules filles qui sont appelées des gamètes contiennent une quantité d'ADN est égale à Q sur 2, c'est-à-dire le 1/4 de la quantité d'ADN. Par contre, pour la mitose, les cellules filles contiennent une quantité d'ADN est égale à Q, c'est-à-dire la moitié de la cellule mère, de la quantité d'ADN. Dans le cas de la myose, on a une séparation des chromosomes homologues. Dans le cas de la mitose, on n'a pas de séparation des chromosomes homologues. Évolution de la quantité d'ADN au cours du temps. Dans le cas d'une myose, l'étude de cellules de myose, l'étude de la courbe des documents, c'est après qu'on va voir, on nous montre plusieurs phases, à savoir, on a une interface qui précède la myose. L'interface est déjà, comme vous le savez déjà, est composée de 3 étapes, à savoir G1, S. G1, c'est la période de première croissance, S, c'est la période de la réplication d'ADN, et puis on passe à la phase G2, c'est la croissance 2. On a S, réplication, G1, croissance numéro 1, ou bien la première phase de croissance. Comme vous voyez, dans le cas d'une myose qui suit l'interphase, on doit toujours utiliser une paire de chromosomes et non pas une seule chromatide, ou bien un seul chromosome fils. Car au cours de la myose, et précisément au cours de l'anaphase 1, on a séparation des chromosomes homologues, car si on utilise une seule chromatide
au cours de G1, lorsqu'on va arriver à la prophase 1, à l'anaphase 1, pardon, on peut pas avoir de paire de chromosomes qu'on doit séparer, comme le voyez G1, et on a utilisé une paire de chromosomes. À la fin de S, les chromosomes sont dédoublés et on a une paire de chromosomes homologues. À la métaphase, les chromosomes arrivent à leur stade maximal de condensation et à la fin de la division réductionnelle, c'est-à-dire la téléphase 1, on a 2 cellules, chacune est composée d'un chromosome complet, dédoublé et condensé. Et à la fin de l'anaphase de la télophase 2, on a 4 gamètes dont chacune est composée d'une chromatide, c'est-à-dire les cellules haploïdes appelées gamètes en formant chacune un quart de quantité d'ADN de la cellule mère, ou bien le un quart du nombre de chromatides de la cellule mère qu'on a eu au début de la prophase 1. Donc la méiose est toujours précédée par la réplication de l'ADN pendant l'interphase, ce qui conduit, car c'est une étape de préparation de la cellule, ce qui conduit à un dédoublement de la quantité d'ADN de Q à de Q et à la transformation des chromosomes monochromatidiennes en chromosomes bichromatidiennes, c'est-à-dire de chromatides. Pendant la division réductionnelle, la séparation des chromosomes homologues fait diminuer la quantité d'ADN par la cellule de moitié de 2Q à Q. La séparation des chromatides de chaque chromosome pendant la division équationnelle permet une seconde réduction par 2 de la quantité d'ADN de Q à Q sur 2. Merci pour votre attention et votre écoute et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.